Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot sur Radio J. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter tous les lundis soirs à partir de 21h. Sans plus tarder, je vous présente notre carré magique du soir. Un peu en formation, vous allez le comprendre. Né dans un quartier populaire comme Bernard Tapie et Amel Bent, il défend aujourd'hui les grandes causes, surtout sur un terrain de foot. Bonsoir Maître Benjamin Krief. Bonsoir Steve Nadjar, j'adore tes présentations, j'adore. Merci à toi. Avocat en droit social, est-ce que tu as dit toi aussi fin juillet à Leonardo que tu voulais quitter Classico ? J'ai essayé de me faire débaucher par plusieurs radios, personne ne m'a rien proposé, donc je suis toujours là avec vous pour une saison 2. Je salue notre premier invité qui a mené, comme lui des études d'histoire, mais lui a choisi un sujet de recherche autrement plus intéressant. Bonsoir Michel Collard. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Historien, c'est un plaisir. Vous êtes historien du Paris Saint-Germain et vous publiez le dictionnaire officiel du Paris Saint-Germain aux éditions Solar. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous regarderont sur YouTube. Michel Collard, quel joueur auriez-vous rêvé d'intégrer à ce dictionnaire ? Lionel Messi. Tout simplement, parce que le dictionnaire est sorti. Vous avez été écouté. Simple et efficace. Voilà, 8 jours après la signature de Messi, donc on n'a pas pu malheureusement changer, mais ça sera dans la prochaine version qui sortira, on espère, l'année prochaine. Écoutez, non, je pense que voilà, on aurait bien aimé avoir Pelé, Maradona, mais on se contente des très beaux joueurs qu'on a, et puis on espère qu'on en aura encore de très beaux. Mais ça, Vous avez un autre en tête ? Pour plus tard ? Pour plus tard, oui. Visiblement, la direction fait attention. Écoutez, non, je pense que là, on a quand même peut-être un Haaland, pourquoi pas, si on doit trouver un attaquant peut-être un peu plus tard. Mais pour l'instant, on a quand même une sacrée belle équipe. Et puis, je pense que tous les supporters du PSG sont contents. Alors, on sera rejoint dans quelques instants par le rédacteur en chef de SoFoot, Javier Prieto Santo. Chers auditeurs, vous pourrez nous écouter sur radioj.fr, sur l'application Radio Player France également. Vous pouvez également nous retrouver dès ce soir sur Spotify, Deezer, Ocha et Google Podcast. Laissez-nous également vos étoiles sur l'application Apple Podcast. Une émission est à suivre en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Classico, épisode 39. C'est parti. Vous savez, il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement d'une Coupe d'Europe, je n'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça ne se reproduira plus jamais. Il était pour les uns le boss, pour d'autres nanar. Bernard Tapie nous a donc quitté hier à l'âge de 78 ans. L'ancien ministre de la Ville restera l'homme qui a hissé l'OM au sommet de l'Europe, réinstallant la cité phocéenne comme l'une des capitales du foot européen dans les années 90. Sa plus grande réussite, évidemment, le sacre de mai 1991 avec la victoire olympienne en Coupe des clubs champions. Son plus grand échec sportif, la relégation administrative du même OM un an plus tard suite à l'affaire de corruption OMVA, ou plutôt VAOM. Ma première question est simple. Messieurs, Bernard Tapie a-t-il été le plus grand dirigeant de l'histoire du foot français ? Michel Collard, historien du Paris Saint-Germain, je le rappelle. Oh là. Écoutez, je pense que Bernard Tapie aura marqué l'histoire du football français. Et puis voilà, le plus grand, je ne suis pas persuadé, parce qu'il y a le côté positif, mais bien évidemment le côté négatif. Donc, on a un peu trop géographique ces dernières 24 heures ou 48 heures. Oui, mais c'est normal quand une personne décède, qui est d'une longue maladie, on pense à la famille. Même, je ne sais pas si vous avez vu, le Paris Saint-Germain a fait un très beau tweet. Oui. Voilà, et je trouve que c'est très bien. C'est aujourd'hui, on doit dépasser le cadre de la rivalité. Donc, bien évidemment, de toute façon, aujourd'hui, on a envie de garder que le positif de Bernard Tapie et de sa carrière à l'OM, plutôt que de voir peut-être les quelques difficultés qu'il y a pu y avoir lors de son parcours marseillais. Donc c'est normal. Benjamin, le plus grand ? Le plus grand, je ne sais pas effectivement, mais l'un des plus grands, en tout cas un président à l'ancienne, comme il n'y a plus trop aujourd'hui dans le football. Peut-être Jean-Michel Aulas reste ce type de patron du football qui met son propre argent d'ailleurs dans le club. C'est un peu la différence. Pas mal de choses. C'est un président propriétaire qui a mis l'argent je pense sur la que table. C'est autre chose de gérer ses propres deniers que de gérer l'argent des autres. À mon avis, c'est quelque chose qui jouait beaucoup dans le football d'avant, la manière de manager. Aujourd'hui, on a des directeurs généraux de clubs qui ne sont pas présidents avec leur argent, et ce qui doit beaucoup changer les choses. Donc voilà, c'est un président comme il n'y a plus beaucoup aujourd'hui, peut-être effectivement Jean-Michel Aulas qui reste, donc l'un des plus grands, oui, c'est sûr. Est-ce qu'il manque au football français, ou un autre Tapie manquerait aujourd'hui au football français ? Je crois que le foot et comme la société, c'est peut-être un peu plus aseptisé, quoi. On n'a plus de personnages comme ça. Aujourd'hui, ça passerait peut-être beaucoup moins, que ce soit dans les médias, ses prises de position, lui, sa personnalité. Aujourd'hui,
je pense qu'on a moins de manière générale de personnalités comme ça. Donc oui, ça manque, mais malheureusement. Vas-y, Benjamin. Non, malheureusement, le foot, comme pas mal de choses dans la société, se sont un peu aseptisées. Donc voilà. Pourquoi, à votre avis, son aventure olympienne a si bien marché? On a vu d'autres grands hommes d'affaires, notamment Lagardère au Matra Racing, investir également dans le foot. C'était dans la capitale dans les années 80, avec un peu moins de succès que Bernard Tapie. Pourquoi ça a bien marché avec la cité phocéenne? Déjà, je pense que Lagardère avait fait un mauvais choix avec Paris, parce qu'il y avait déjà le Paris Saint-Germain. Et je pense que 2 clubs à Paris, c'était un petit peu compliqué, surtout quand on s'est toujours aperçu que qu'il y a eu le Paris Football Club ou le Racing avec le Paris Saint-Germain, ça n'a jamais marché. Il y en avait un qui montait, l'autre qui descendait. Je pense que c'est compliqué d'avoir 2 clubs à Paris qui jouent dans le même stade. À l'époque, c'était au Parc des Princes, avec un peu la même identité, puisque le Paris Football Club et le Paris Saint-Germain, par rapport à la création, c'est très lié. Donc je pense que le lieu peut-être pour Lagardère était pas le bon de faire un 2e club à Paris. Maintenant, c'est vrai que Bernard Tapie, il a su se faire aimer. C'est un Parisien, c'est magnifique qu'un Parisien arrive un beau défi, à Marseille et puis devienne si populaire. Donc il a choisi quand même, on va pas se mentir, il y a une vraie passion à Marseille. Je pense que ça a beaucoup aidé pour lui, pour le club. Il a fait des très bons choix d'achat de joueurs. Il a su faire venir des gens comme Chris Waddle, qui était un joueur par exemple reconnu. Mais bon, je vais vous donner une anecdote. Moi, Chris Waddle, c'est le seul joueur que j'ai vu lors d'un PSG Marseille où les gens criaient à la fin Waddle à Paris. Voilà, c'était un match de Coupe de France où le PSG avait été battu au début des années 1990 et c'était impressionnant. Donc il est arrivé aussi à s'entourer de très grands joueurs, à faire une très belle équipe. Peut-être aujourd'hui un peu comme le Paris Saint-Germain actuellement. Alors Michel Collard, Bernard Tapie a également largement contribué à faire des confrontations entre l'OM et le Paris Saint-Germain, le grand classique du championnat de France. Comment s'est construit ce choc alors que la rivalité entre les 2 villes et les 2 clubs n'était pas si importante encore au début des années 90 ? Alors ce qu'il faut savoir, pour moi c'est vrai que je connais beaucoup d'anciens joueurs. C'est un peu le plaisir que j'ai pu avoir à travers ce dictionnaire. C'est aussi que j'ai écrit, c'est aussi parler de leur carrière, parce que tout le monde connaît beaucoup de choses sur le Paris Saint-Germain, mais c'est un peu le côté un peu qu'on ne connaît pas, le côté obscur. Leur carrière, et si vous me permettez aussi, sur leur reconversion, j'étais très surpris d'apprendre. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne lit jamais dans la presse. Et je me demandais comment vous aviez fait pour trouver que tel joueur s'était tourné vers telle ou telle branche. Et vous êtes très très bien informé sur la reconversion de certains joueurs. Écoutez, merci. On essaye de bien travailler au club. On avait un très très beau projet qui était les 50 ans du club, où malheureusement on n'a pas pu aller jusqu'au bout suite au Covid, mais on devait inviter, par exemple, le club devait inviter tous les anciens joueurs qui ont porté au moins une fois le maillot du Paris Saint-Germain. Donc ça devait être une fête merveilleuse. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a pris évidemment des références, des numéros de téléphone. On les a recontactés. Ça m'a aidé. Les numéros de téléphone. Ça m'a aidé pour l'ouvrage. Pour revenir par rapport à la rivalité Paris-Marseille, c'est vrai qu'il faut savoir déjà que Paris-Marseille, c'est les 2 plus grandes villes de France. Donc cette rivalité, elle existe déjà. Elle existait même, on en parlait différemment. Moi, j'ai toujours l'exemple d'un match de Coupe de France qui est peut-être le premier gros choc entre le PSG et Marseille. C'était en 1975. Et il y avait un ancien joueur qui m'avait raconté une petite anecdote qui s'appelait Jackie Novi, qui était un ancien joueur de Marseille qui jouait au PSG. Ça avait été un match assez houleux déjà. C'était un quart de finale de Coupe de France. Marseille mène 2-0, le PSG égalise 2-2. Bon, le public n'est pas très content. C'est un euphémisme. Ça part un peu en vrille à la fin du match. Et il y avait Jackie Novi qui m'avait raconté cette anecdote savoureuse où à la fin du match, évidemment, il était avec des jeunes joueurs qui ne connaissaient pas un peu l'ambiance de Marseille. Il rentre dans le bus et puis il prend son sac, il se met par terre, il met le sac au-dessus de lui. Il me dit, mais tous mes coéquipiers m'ont regardé et puis 2 minutes après, toutes les vitres étaient explosées. Donc c'est pour vous dire que cette rivalité, elle existe. Voilà, c'est sûr qu'en 91, avec l'arrivée de Canal+, il y a eu un changement. Il y a eu une volonté aussi. C'est une date charnière, 91. Oui, mais c'est pareil aussi. Canal+, c'était par rapport à aujourd'hui, les investisseurs qu'on a au Paris Saint-Germain. Canal+, leur intérêt, c'était pas de faire un grand Paris Saint-Germain. Leur intérêt, c'était de faire que le duel Marseille-PSG fasse vivre Canal+ à travers le football. J'ai aussi une petite anecdote que je trouve aussi savoureuse, c'est que à l'époque où Marseille allait un petit peu moins bien, donc au milieu des années 1990. Le PSG avait la possibilité d'engager un joueur via un de ses clubs à l'époque avec lequel il travaillait, qui était le Servette Genève. C'était Sonny Anderson. Ouais. Georges Weah allait partir. Sonny Anderson était pour tout le monde le remplaçant qui devait venir au Paris Saint-Germain. Et Pierre Lescure, qui était le président du Paris Saint-Germain, Michel Denisot était président délégué, avait refusé de faire venir parce qu'il avait préféré le laisser aller à Marseille.
et même avec des conditions financières très intéressantes. Donc on est en 93-94. Voilà, tout à fait, parce que l'intérêt, c'était qu'il y ait une rivalité. Ils ne voulaient surtout pas, Canal+, que le PSG soit trop fort pour la Ligue 1. Donc c'est un peu la différence par rapport à aujourd'hui. Sachant que Paris avait fini champion de France cette année-là. Voilà, tout à fait. Donc c'est Anderson. Voilà, donc et Anderson a fait une super carrière. Le PSG a engagé un joueur qui s'appelait Julio César Deli Valdés, qui n'a pas fait non plus une carrière exceptionnelle. C'est pas pareil, ouais. Voilà, mais c'est pour vous dire que Deli Valdés quand même. Voilà, c'est pour vous dire que c'était pas déjà il y avait une rivalité, mais voilà, le Canal+ à l'époque avait intérêt à faire monter Marseille et à faire que Marseille soit le rival du PSG et vice-versa. Mais tout à l'heure, on disait que le football était un peu plus aseptisé. Aujourd'hui, quand tu vois les oppositions, les classicos PSG-Marseille, il n'y a plus cette saveur. Quelque part, peut-être que c'est bien. On se rappelle de certains PSG-Marseille où c'était quand même très, très dur, très violent. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ces oppositions. Je me rappelle du dernier au Parc des Princes. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, oui, non, c'est vrai. Alors, le dernier est un mauvais exemple, oui. Un bon exemple. Ça dépend où on se place. Mais de manière générale, il n'y a plus d'animosité entre les deux clubs, les deux dirigeants. Les dirigeants s'invectivent plus du tout par presse interposée. Oui, même si certains joueurs rappellent quand même la rivalité. Je pense que les supporters le font surtout avant les matchs. Ouais. Et puis surtout, sportivement, le Paris Saint-Germain est quand même bien au-dessus de Marseille. D'ailleurs, quand on parlait aujourd'hui peut-être avant de gens de personnes comme Bernard Tapie, ça serait bien qu'en France, il y ait des gros investisseurs un peu qui puissent permettre aussi au Paris Saint-Germain d'avoir un peu plus de rivalité au championnat. Encore qu'on a vu que l'année dernière, Lille a été chercher le titre, mais je pense que c'est un peu le PSG aussi qui l'a perdu. Donc voilà, c'est important aussi que sportivement, il y ait aussi un vrai défi pour d'autres investisseurs qui viennent. C'est des investisseurs étrangers aussi aujourd'hui qui sont dans le football, donc il y a moins, enfin français en tout cas, donc il y a moins cette notion de rivalité Paris-Marseille. À Paris, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que Lyon où on a un grand dirigeant français qui met son propre argent. Aujourd'hui, Marseille est dirigé par une personne qui a moins, je pense, ancré en lui cette rivalité Paris-Marseille. Je pense qu'il y a des gens en France qui pourraient très bien investir dans le football, qui ont les moyens. On a quand même quelques très belles fortunes. Donc après, c'est un choix aussi peut-être. Voilà, Rennes, mais peut-être qui pourrait investir plus en termes économiques. Donc c'est vrai que je pense que, j'espère qu'à l'avenir, le championnat de France continuera à grandir. On l'a vu quand on voit quand même Messi aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est sûr. Donc ça pourrait être une belle rivalité et pourquoi pas un Bernard Tapie qui vienne un peu plus tard, différemment, pour pouvoir permettre d'avoir un deuxième club assez important. Ça serait bien en tout cas pour tout le monde, pour le PSG. Et pour le foot en France. Michel, pardon. Je voulais dire Pablo Longoria. En tout cas, je trouve qu'il ramène un peu quelque chose à Marseille et au club, une passion, une vision déjà. Un rapport aux supporters qui est peut-être un peu différent. Exactement. Il est dans le public, il vit vraiment les choses et on voit qu'il est aimé aussi pour ça parce qu'il laisse transpirer la passion du club. Alors il y a Javier Prieto Santos qui s'approche au bord du terrain pour faire son entrée. Il croit qu'on va pas remarquer qu'il est en retard en fait. Il arrive tout doucement sur la pointe des pieds. Bonsoir Javier. Bonsoir, je suis vraiment désolé. Ravi de embouteillages vous retrouver. C'est incroyable. On connaît ça. On connaît ça, rédacteur en chef de SoFoot. Une réaction, surtout moi ce qui n'est pas le permis. Javier, une première réaction, ta première réaction à la disparition de Bernard Tapie, quelle trace va-t-il laisser dans le football français? On se demandait si c'était le plus grand dirigeant de l'histoire du foot français. C'est celui qui a inspiré Aulas et c'est le plus grand dirigeant français, je pense, de l'histoire du football français. Après, j'oublie pas qu'il y a des lumières, mais aussi beaucoup d'ombres à son sujet. Et je parle pas seulement du sportif, je parle aussi de toutes les petites magouilles entre guillemets qu'il a pu faire dans sa vie. Et je sais pas, je suis assez mitigé à son sujet. Je trouve qu'on en fait un peu trop ces dernières heures. Cette forme d'unanimité autour. Hier, quand vous avez mis la télé, vous aviez quand même 50 000 hommages à son sujet. Et pour le coup, je comprends, j'entends. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas en faire non plus une hagiographie, quoi. Et je trouve que Bernard Tapie, encore une fois, c'est un exemple sur beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est parti de rien. C'est un self-made man. Et ça, je pense que tout le monde... que c'est appréciable pour tout le monde, qu'il y a cette espèce de personnage parti de rien et qui arrive à devenir une espèce de Citizen Kane français. Mais j'oublie pas que pour arriver au top, il a quand même fait des choses qui sont pas toujours très catholiques. C'est ce qu'on disait avant que tu arrives, c'est qu'aujourd'hui les choses, heureusement, malheureusement, se sont un petit peu aseptisées quand même dans le monde du football, peut-être d'ailleurs en dehors du monde du foot. Et que tu n'as plus de personnages comme ça qui peuvent déchaîner les passions. On était en train de dire que Longoria, très très loin, mais il a un peu ce côté où il peut déchaîner les foules autour de lui. Déchaîner, tu la pousses un peu. J'essaye de donner un peu de hauteur. Non, mais en tout cas, il peut redonner un peu de passion au public marseillais, tu vois.
Donc, Longoria, s'il me crie dessus, j'ai pas peur. Bernard Tapie, s'il te crie dessus, je pense que ça te faisait quelque chose. Tu rentrais chez toi, t'étais pas serein. C'est vrai. Mais il y avait un bagou, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, comme tu dis, le discours est beaucoup plus édulcoré. Et Bernard Tapie a appelé un chat. Donc c'est ça qui plaisait. Tant dans sa carrière politique que dans sa carrière de dirigeant. Comme dans ses excès, comme tu l'as dit. On a dit un mot tout à l'heure, Michel Collard, et vous en rappelez quelques exemples dans votre livre. Il y a eu de très grands PSG Marseille. Alors vous en citez un, celui au Vélodrome de 2003, victoire du Paris Saint-Germain 3-0 avec un immense Ronaldinho. Il y en a eu d'autres où c'est moins bien fini pour les Parisiens. À quoi ressemblaient justement ces PSG Marseille des années Tapie? Alors celui-là, il était assez particulier parce qu'en fait, Marseille était plutôt bon et le PSG pas trop bon à cette époque-là. Moi, j'ai le souvenir de Jérôme Alonso qui m'avait raconté que le matin, il y avait une petite promenade à Marseille et le père Rony l'avait pris par l'épaule, lui avait dit « Il fait beau, je suis bien aujourd'hui, ce soir je te gagne le match tout seul ». Et c'est véridique, vous pouvez lui poser la question à Jérôme Alonso. Donc voilà, je pense aussi que pour ceux qui se souviennent de ce match, il y avait eu à fond la sono à la fin du match. Voilà, il y avait un vrai respect, je pense aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, peut-être du public parisien pour Waddle. Je pense que ce jour-là, le public marseillais a apprécié énormément le talent de Ronaldinho, mais c'était un spectacle incroyable et des joueurs, heureusement, sont capables, alors que ça a été aussi d'un côté marseillais et aussi Papin. Mais est-ce que les joueurs parisiens à cette époque, en 2003, avaient moins peur d'aller au Vélodrome que 10 ou 15 ans plus tôt? Je pense que c'était différent. Après, on l'a vu, il y a l'histoire de l'ammoniac, il y a des affaires Marseille-OM, Clara Morgan qui était dans les vestiaires, oui, non. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est quand même un match assez incroyable, exceptionnel. Je ne connais pas. Sur Clara Morgan. Elle dit non, mais j'en ai parlé. Pas trop d'infos là-dessus. J'en ai parlé avec certains anciens. C'est vrai que c'était un petit peu, je me souviens aussi de Modeste Mbami qu'on avait parlé. C'était un peu déroutant. Puis bon, surtout ce déplacement à Marseille où les joueurs du PSG arrivent, il y a de l'ammoniac qui sont obligés de s'entraîner dans un espèce de couloir où le public les regarde, les invective. C'était un petit peu guet-apens, mais ça fait plaisir. Ça fait c'est le classique. Le folklore de l'époque. Ouais. Voilà, ça fait plaisir aussi. Oui, non, mais c'était le football de l'époque. Ouais. C'était un football. Je pense que il y avait aussi eu les jus d'orange frelatés. Ouais. C'est quand même une époque aussi, extraordinaire. Oui. Tous les coups étaient permis, donc bravo Bernard. Ah oui. Alors certains supporters appellent depuis hier à rebaptiser le stade Tapie Vélodrome. Est-ce que, à votre avis, la direction de l'OM va ne serait-ce qu'écouter et prendre en considération ces demandes? On a entendu tout à l'heure le maire de Marseille, Benoît Payan, annoncer qu'un endroit symbolique serait choisi et baptisé au nom de Bernard Tapie. Mais au niveau du stade, est-ce que c'est envisageable? Javier? Oui, à Marseille, tout est envisageable, donc pourquoi pas. Après, Tapie Vélodrome, ça... Je trouve que ce serait un peu trop, non? Vous trouvez pas? Vu les enjeux une aujourd'hui, tribune peut-être, mais vu les enjeux, les enjeux du naming aujourd'hui, quand il s'appelle Orange Vélodrome, c'est pas juste un nom comme ça ou une couleur. Ça coûte très très cher de mettre son nom. Et puis surtout, il y a eu beaucoup d'autres joueurs qui peut-être, qui sont mythiques à l'OM et pourquoi pas plus que Tapie? Pas plus que Tapie, mais je sais pas, il y avait des Suédois dans les années 60-70, il y avait Skoblar, il y avait Magnusson, il y avait Papin, il y avait Waddle, ils sont pas morts. Et en fait, dès que quelqu'un meurt, on a tendance à l'idéaliser un petit peu, quoi. Et c'est toujours comme ça, les rockers, quand ils meurent, ils vendent plus d'albums, malheureusement. Et Tapie, peut-être qu'on va redescendre un petit peu dans les prochains jours, mais de là à nommer le stade Tapie Vélodrome, je trouve que c'est too much, quoi. Michel Collard, too much? Too much, oui, je le pense. Par contre, pourquoi pas une tribune Bernard Tapie? D'ailleurs, il y a une tribune Borelli. C'est un peu surprenant, mais je ne sais pas si vous savez, la veille du décès de Bernard Tapie, c'était l'anniversaire du décès de Francis Borelli, qui est aujourd'hui un président charismatique. Même les plus jeunes, on voit une image du président flamboyant du Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas, oui, une tribune Bernard Tapie à Marseille. Je pense que ça serait un bel hommage. Clairement. Messieurs, on va terminer cette séquence sur Bernard Tapie. Je vais vous demander de sélectionner votre 11 de l'époque Tapie. D'accord. En commençant par les gardiens. Javier. Et Olmeta, forcément. Qu'on devrait avoir. J'espère qu'on réussira à le joindre dans les prochaines minutes. Olmeta pour ses sorties. C'était pas Gigi Buffon, mais franchement, il régalait. Donc Olmeta plus que Benjamin Barthez. Et Michel, plus que Barthez aussi. Moi, je dirais quand même Barthez par rapport à la fin du parcours et puis la victoire en Coupe d'Europe. Donc
Puis bon, Olmeta, c'était quelqu'un aussi d'assez particulier. Une petite anecdote sur Olmeta qui aurait dû venir au Paris Saint-Germain. J'en ai pas parlé dans le Dico, mais donc lui-même avait annoncé son arrivée au Paris Saint-Germain parce qu'il avait discuté avec un agent. Il était sûr que, et s'il est là, il va peut-être pouvoir nous raconter si c'est vrai. Il avait discuté avec un agent qui lui avait dit que c'était OK, qu'il arrivait au Paris Saint-Germain. Et Francis Borrelli, à l'époque, avait démenti en disant non, on va pas le prendre. Il avait été assez énervé contre son agent. Voilà, donc, mais c'était un sacré gardien, Olmeta, et puis c'était aussi un personnage. Voilà, donc, lui aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Bon, après, derrière, on avait évidemment Timeco, on a Amoros. On a Boli. Alors, qu'on refasse tout le. Carlos Moser. Je sais pas, on fait un 11. Carlos Moser, voilà, on a la défense déjà. Ouais. Donc Moser, Boli. Ouais, ils étaient pas, c'était pas des défenseurs propres dans la relance. C'était plutôt des C'était découpeurs. pas des pistons comme aujourd'hui. Ça découpait sec. Moser aujourd'hui, je pense qu'il y a ses cartons rouges à tous les matchs. Dimeco aussi pas mal, ouais. Dimeco pas mal. Marcelo est un enfant de cœur par rapport à. Ah oui, clairement. Marcelo. Non, Il ouvre le pot, Moser, Marcelo, c'était une folie. C'était franchement un boucher, mais personne ne passait, donc il était très 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 fort. Et pareil. Angloma, Angloma qui a fait une énorme carrière. Hein. Angloma sous-côté, Tout mais à à fait. l'OM, je trouve que ça a pas, il a pas laissé un très grand souvenir, alors que franchement, c'est un latéral extraordinaire, Angloma. Mais c'est Qui a plus fait par la Boli, suite à l'Inter ou à Boli qui a Valence. marqué en finale contre Milan et Moser. Angloma qui a joué au PSG. Alors Angloma, l'histoire qui est assez rigolote, puisqu'on parle de Bernard Tapie, c'est qu'il a été malin, parce que quand il veut récupérer Angloma, qui vient de débuter en équipe de France, il fait une super début de saison avec le Paris Saint-Germain, il fait une saison magnifique. Il l'échange contre, donc il y avait Laurent Fournier, Bruno Germain et Bernard Pardo, et tout le monde était très content, je me souviens à l'époque au Paris Saint-Germain, et Bernard Pardo, il était sur une jambe, quoi. Donc il a joué 3 matchs au Paris Saint-Germain. Bruno Germain, c'était un petit peu compliqué, il était capitaine blessé. Le seul qui a vraiment réussi, c'était Laurent Fournier. La petite anecdote qui est aussi rigolote, c'est que normalement, ça ne devait pas être Laurent Fournier, ça devait être Didier Deschamps, qui revenait de près de Bordeaux. Et donc c'était acté, et c'était Didier Deschamps qui avait été voir Bernard Tapie en lui disant non, je reviens de Bordeaux, je vais m'imposer, et je veux jouer à Marseille, je veux pas aller au Paris Saint-Germain. Et donc il avait été assez surpris par le fait que Didier Deschamps lui tienne tête, et il avait gardé Deschamps. Mais on aurait pu avoir en 91 Didier Deschamps au Paris Saint-Germain. Alors on a le plaisir maintenant de rejoindre l'un des joueurs olympiens de ces années tapis. Bonsoir Pascal Olmeta. Bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Classico. Pascal Olmeta, qu'est-ce que Bernard Tapie avait de plus que les autres dirigeants que vous avez côtoyés dans votre longue carrière? Ce qu'il avait de plus, c'est qu'il ne savait pas dire non. C'était toujours gagner. Si c'était même de vous marcher dessus, il aurait fait. Pour gagner, c'est sûr que c'est un peu ce qui nous manquerait aujourd'hui pour nos gamins de club, de leur inculquer tout ça, l'envie de jouer, de gagner, de la victoire et d'aller de l'avant. Et ça, c'était les 3 ans que j'ai passé avec lui et puis avec ces joueurs, cette équipe-là. Ça a été des moments extraordinaires. C'est vrai que de temps en temps, quand Bernard Tapie rentrait dans les vestiaires et qu'il disait à notre papy Gotals, bon allez, retire-toi, c'est moi qui vais faire l'équipe sur le tableau, etc. Nous, on regardait et on souriait, quoi, parce que c'était lui. C'est incroyable, quand même. Et comment réagissait justement Raymond Lascience Gotals? Comme, je ne sais pas si vous avez les images en tête, quand 93 l'arbitre siffle à la fin du match, le papy Raymond Gotals, il est seul à courir sur la pelouse et il était paré dans les vestiaires. Voilà, quand Bernard Tapie arrivait, il fallait que Raymond se mette de côté parce que l'autre, il voulait apporter le plus. Et voilà, un jour, j'avais dit aussi en 92, quand on était à Prague, qui revient dans nos vestiaires, qui dit c'est bon, j'ai vu les arbitres. Nous, on se regarde avec les 2 ou 3 joueurs, on dit mais non, qu'est-ce qu'il raconte encore? C'est pas possible. Pour lui, c'était je vais discuter avec lui, je vais discuter avec le gardien adverse, on va vous tuer, on va gagner, C'était l'homme. C'est pour ça qu'entre lui et moi, quelquefois, ça a été chaud, très chaud. Sur quoi, par exemple? Tout simplement, je ne voyais pas la même vision ou sur le jeu ou sur la manière de parler à un et à l'autre. Parce que des fois, il pouvait mettre les gants et des fois, il n'en mettait pas. Des fois, il pouvait s'emporter et puis des mots qui pouvaient faire mal. Bon, voilà, moi, j'ai eu à lui dire qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait me parler comme ça, c'était mon père et pas lui.
C'est bien pour ça que après j'en ai fait un peu les frais, mais je regrette pas parce que Fabien Barthez est arrivé et je suis revenu dans les buts, je suis reparti et puis j'ai fini sur le banc et bon, on a gagné puisqu'en 91 on a perdu et lui il voulait. Et alors si ça venait de moi parce que j'avais pas arrêté des pénaltys, peut-être. Pascal Olmeta, une question de Benjamin Krief. Oui, bonsoir Pascal. Bonsoir, On avait un débat avant que vous arriviez sur alors, successeur, c'est évidemment difficile à dire, mais on se disait que le foot aujourd'hui était un peu plus aseptisé, beaucoup plus aseptisé que les années tapis que vous décrivez. Il y a eu Robert Louis Dreyfus d'ailleurs qu'on n'a pas cité tout à l'heure comme grand dirigeant de l'OM. Aujourd'hui, on se demandait si Longoria, alors on va pas lui donner ce rôle qui est peut-être trop lourd pour lui, mais on a l'impression quand même qu'il se passe quelque chose à Marseille et qu'il arrive un peu à entraîner derrière lui une certaine passion. Est-ce que c'est juste? Oui, mais si tu peux me permettre, c'est que voilà, Longoria, qui ne dit pas qu'il s'est fait dans l'air tapis, dans la manière de faire, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inculqués de sa manière de faire, d'aller de l'avant, et beaucoup auraient aimé ressembler à Bernard Tapie. Et puis même aujourd'hui, on voit ce qui se passe, tout le monde le pleure. Moi le premier, mais c'est vrai que le football d'aujourd'hui, si tu parles pas anglais, c'est fini, tu feras pas tes classes, parce qu'aujourd'hui tous nos présidents, c'est plus ou moins des gens venus d'ailleurs, c'est plus notre Bernard Tapie où c'était, allez, on se donne 5 ans et on gagnera la coupe. Ouais, après, certains pourront dire certaines choses, mais nous on était sur le terrain et on a gagné parce que dans les couloirs et dans les vestiaires, l'homme était là. Hein. On se demandait si la différence n'était pas aussi que celui qui signe les carnets de chèques, en fait. Finalement, est-ce que c'est pas ça l'image d'un président à l'ancienne? Tapie, c'était son argent, c'était lui qui décidait, qui signait les chèques à la fin du mois. Aujourd'hui, c'est plus le cas, d'ailleurs. Ouais, mais alors peut-être. Mais moi, j'ai connu juste avant, parce que Bernard Tapie m'avait appelé la saison avant pour rejoindre l'OM. Et j'aurais été même à pied, mais bon, avec le respect que j'avais Jean-Luc Lagardère qui n'a pas voulu me lâcher un an avant. Et pourtant Lagardère, c'était son propre argent. Mais après, il faut que la mayonnaise, on était à Paris, il n'y avait pas sans âme. Ouais. Sans âme. Moi, j'étais capitaine. Le président m'appelait pour me dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais quand tu as des murs qui s'effritent et qui ne comprennent pas le football, tu ne peux pas construire. Et Tapie, ce qu'il faisait, c'est que moi, le premier, ma première année, il venait me voir, il me disait qu'est-ce que tu penses de tel ou tel joueur? Et si par bonheur, tu lui disais il est très très fort, il était prêt à aller le chercher et puis déstabiliser le club pour dire on va l'enrôler, parce que c'était l'époque où tout le monde rêvait de jouer à l'OM. Javier Prieto Santos de SoFoot. Ouais, bonsoir Pascal, vous en avez parlé, mais Pascal, Bernard Tapie était une très forte gueule qui savait y faire avec les arbitres, avec les dirigeants et en coulisses. Qu'est-ce qui... il y a beaucoup de légendes urbaines. Qu'est-ce qui est vrai dans ces histoires de jus d'orange frelaté, dans les histoires de vestiaires remplis d'ammoniac, dans les histoires de Tapie qui va voir les arbitres et qui, disons, leur fait peur? Est-ce que c'était vraiment vrai ou est-ce que c'est juste une légende? Est-ce qu'il mettait vraiment la pression comme ça? Est-ce qu'il faisait des coups de Trafalgar aux équipes adverses? Tous les coups étaient permis à l'époque? Les coups, alors moi je vais t'en dire, des coups, c'est que je suis venu jouer avec le Matra en demi-finale de Coupe de France. Pour nous, notre équipe parisienne, on était jeunes, on pensait que c'était joué. L'été, on allait partir en vacances direct. J'avais reçu des coups de fil de Bernard Tapie, qui me disait ce soir vous allez perdre. Mais tu sais, quand tu as un président et qui sait ce qu'il veut pour gagner, mais déstabiliser, mais après de là aller mettre du jus d'orange et tout, imagine un truc où quelqu'un serait mort. Non, mais le mec était pas fou. T'imagines si tu bois quelque chose et tu en meurs derrière. Donc le coup du jus d'orange frelaté, c'était pas vrai, quoi, du coup. C'est des conneries. En plus, quand tu sais que sur le terrain, tu as une équipe qui a peur de rien, qui a peur de personne, qui personnellement, des fois, je touchais pas de ballon et j'avais qu'une envie, c'était de monter ou d'aller chanter avec le public. Tu sais qu'il pouvait rien t'arriver. Et au fur et à mesure des années, il s'est renforcé. Ça dépend ce que tu veux. Aujourd'hui, tu as l'impression que lui s'était entouré d'anciens pros et qui connaissaient un peu le football. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu ne veux plus d'anciens pros pour pas t'emmerder. Et
c'est difficile. Et pourtant, le football est simple. Mais il faut les hommes, et lui, c'en était un. C'était le boss. Merci beaucoup Pascal Mété d'avoir été avec nous. À très bientôt Ok, dans les amis. Classico. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. On est maintenant en ligne avec Franz-Olivier Gisbert. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Classico. Vous êtes éditorialiste politique et écrivain et vous avez fait paraître cette année aux presses de la Cité un livre consacré justement à Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour. Franz-Olivier Gisbert, racontez-nous les origines de l'intérêt de Bernard Tapie pour l'Olympique de Marseille. Nous sommes en 85 et il est déjà installé dans le monde du cyclisme. Ah oui, il est complètement installé dans le monde du cyclisme et ça a tellement bien marché que, comme souvent chez Bernard Tapie, quand ça marche ou quand ça marche pas, et changement de près réjouit les veaux, il a envie de changer, de braquer peut-être. En tout cas, l'idée ne vient pas de lui, elle vient d'Edmond Charleroux, qui était l'épouse de Gaston Defferre, qui rencontre par hasard dans un dîner à l'ambassade de soviétique, où Mikhail Gorbatchev recevait des personnalités françaises. Le président soviétique était en visite en France. Et à l'occasion de ce dîner, Edmond Charleroux, qui est assis à côté de Bernard Tapie, fait connaissance et dit très impressionné par ce qui se passe, ce qu'il a fait avec l'équipe de la Vie Claire dans le Tour de France, derrière Bernard Hinault, qui gagne la aussi, qui prendra la suite. Et elle dit, mais pourquoi vous ne feriez pas ça à l'OM? Parce que l'Olympique de Marseille, ça va pas du tout, ça végète, c'est affreux, on a beaucoup de mal, le club est pratiquement en faillite, pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas? C'est Edmond Charleroux, c'était un écrivain, et elle avait, c'était un peu le poisson pilote de Gaston Defferre. Elle en parle à Gaston Defferre. Bon, ça met un peu de temps, comme toujours, il y a plusieurs mois qui passent. Et puis un jour, Gaston Defferre reçoit Bernard Tapie et lui dit, voilà, il faut faire ça, c'est bien pour la ville. En fait, c'est pas Bernard Tapie qui est allé chercher l'OM, c'est l'OM qui est allé chercher Tapie. Enfin, c'est Marseille. Et là, vous avez, à partir de ce moment-là, vous aurez la grande passion entre Tapie et Marseille, parce que on peut dire que c'est vraiment une histoire d'amour. Franz-Olivier Gisbert, vous rapportez ces déclarations dans votre livre de l'ancien attaquant irlandais de l'OM, Tony Cascarino, qui disait ne jamais avoir joué pour un président aussi fou. Est-ce qu'il manageait son équipe comme il manageait ses entreprises? Oui, c'est-à-dire que c'est un passionné. Et il pouvait y avoir une certaine brutalité physique, mais en même temps, c'était un sentimental. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que, en fait, c'était jamais grave. Par exemple, quand il menaçait, quand même, à ma connaissance, il n'a jamais tapé un joueur, ni un collaborateur, vous voyez, je pense pas. Mais il pouvait effectivement, comme ça, avoir des gestes qu'il regrettait après. D'ailleurs, il s'excusait jamais, mais il montrait quelques minutes après qu'au fond, il aimait beaucoup la personne parce qu'il était un peu comme ça, Tapie. Quand vous voyez, on avait l'impression qu'il cherchait toujours l'affrontement, y compris avec les gens qu'il aimait. Je veux dire, à la limite, plus il aimait les gens, plus il voulait l'affrontement pour qu'il en sorte quelque chose. Mais à la fin, par exemple, je dis toujours, moi j'ai énormément d'engueulades avec lui, quand je travaillais avec lui, et ça se finissait toujours par des embrassades. C'était pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça. Et au fond, quand on s'engueulait avec lui, c'est un peu comme des engueulades dans des équipes, vous savez, de foot. Vous avez dû faire du foot dans votre jeunesse. Oui, je vous confirme. C'est il y a longtemps. Dans les vestiaires, connard, espèce d'enculé, tu vas plus jamais me faire ça, tu vas voir, etc. Enfin, voilà, comment on peut faire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il a regretté un jour tout ce qui s'est passé autour du scandale VAOM? Écoutez, sur cette affaire, il n'est jamais très prolixe. Moi, j'ai longtemps pensé qu'il était coupable. Je dois dire qu'en parlant avec lui, j'ai des doutes, mais enfin bon, je ne sais pas. Ce que vous expliquez dans le livre, en fait, qu'il avait en tête le précédent Saint-Etienne en 76 avec les joueurs blessés de Saint-Etienne contre le Bayern et que... Oui, c'est ça, c'est une histoire très connue, puis ça arrive souvent, ça. C'est-à-dire que... Donc il y avait vraiment un élément de chantage, ça. C'est d'ailleurs les joueurs et même à l'époque le propriétaire du club de Valenciennes ne sont pas gênés pour dire, bon, allez, on va vous bousiller, sinon vous nous laissez nous gagner, sinon on vous casse. On va vous casser avant le match. Donc effectivement, il y avait une forme d'angoisse. Et Tapie a demandé à Bernès de régler le problème. Alors comment, quoi, est-ce qu'ils sont rentrés dans les détails? Moi, je sais pas. Ça, j'ai pas. Comment dire, c'est une enquête où, de toute façon, moi, je l'ai faite, personne ne répond. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le procureur
de l'époque. Enfin, l'homme qui a fait tomber Bernard Tapie, Éric de Montgolfier, il a quand même dit que Tapie n'aurait jamais dû aller en prison. Enfin, souvenez-vous, il a dit que Tapie n'aurait jamais dû aller en prison pour cette affaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il est innocent. Mais ce qu'il veut dire, c'est une affaire un peu compliquée à démêler. Voilà, moi, je pense que c'est une époque où se passait beaucoup de choses. Vous parliez tout à l'heure avec Pascal Olmeta des rapports avec les arbitres, etc. Bon, il y a une histoire, moi, qui m'a raconté, qui l'a raconté, il y aura d'autres. Tapie, c'est une histoire, parce qu'il faisait quand même des farces et attrapes sans arrêt. Les clubs à l'époque, pour gagner. Alors, c'était la grande déstabilisation de l'équipe de Monaco à l'époque. Il y avait un match qui se déroulait, qui était important. Bon, il envoie, je crois, c'est une équipe, il envoie son Fosséa, il fait venir quelques marins, il leur a demandé d'aller dans les bistrots, dire qu'ils avaient acheté une partie de l'équipe de Monaco. C'était pas vrai. Et simplement, ça a fait que l'équipe, évidemment, tous les joueurs se regardaient en chien de faïence. Et voilà, l'ambiance était détestable. Très important de courir l'ambiance d'un club. Ça, il a fait ça, mais tout le monde le faisait. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Il y a de tels enjeux. Un match ne se gagne pas forcément avec des bifetons. Il se gagne aussi avec la déstabilisation de l'adversaire. Des manips, voilà, faire en sorte que l'adversaire se divise, s'engueule, etc. Il y a toutes sortes de moyens de le faire. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert, d'avoir été avec nous dans Classico. Je rappelle le titre de votre livre, Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour. À très bientôt. Merci, au revoir.